Bonjour à tous, je vous ai concocté une nouvelle vidéo pour parler de la psychologie des profondeurs et des personnalités humaines. Bon visionnage. Alors je suis intéressée aujourd'hui à vous parler de l'affaire Dutroux et de la psychopathie, puisque Dutroux est un psychopathe. Donc Marc Dutroux, c'est un criminel belge qui a enlevé, séquestré, violé, tué de nombreuses jeunes filles, également tué un homme de son entourage. Les enfants qui ont été enlevés avaient entre 8 ans et demi et 19 ans. Tout le monde a entendu parler de l'affaire Dutroux. En ce moment, la question se pose d'une nouvelle expertise dont la demande a été acceptée. 3 experts en Belgique vont se pencher sur son cas pour savoir s'il peut être admissible à la libération conditionnelle. Ce qui m'intéresse, moi, ici, ce n'est pas de refaire toute l'histoire qui est longuement racontée dans plein de médias et des bouquins, mais de poser un regard structuraliste sur l'affaire en évoquant ses complices, dont Michel Nioul, qui n'a pas été reconnu coupable dans l'affaire. Mais très sérieusement, la question se pose. Michel Nioul est récemment décédé. De cette façon, je vais expliquer quelles sont les personnalités qui sont impliquées en tant que criminels dans cette affaire et les relations qui existent entre eux en fonction de leur structure psychique. C'est la raison pour laquelle j'appelle cette vidéo l'expertise de l'affaire Dutroux et pas seulement de Marc Dutroux. L'expertise de Dutroux est sans doute très facile à faire puisque sa psychopathie ne fait aucun doute. On peut déjà voir pour première information que les victimes auxquelles Dutroux s'attaque de manière si violente et monstrueuse sont de tout âge, ce qui fait pencher directement pour l'hypothèse de la structure psychopathique, donc rose et pas verte, parce que les sujets de structure verte ont des victimes bien définies, qu'ils choisissent d'ailleurs dans leur entourage, et ce sont les psychopathes et les psychotiques qui vont faire les basses besognes d'enlever, de séquestrer, de maintenir chez eux ces enfants. Et comme autre point d'information, c'est la brutalité. Il faut carrément manquer d'empathie pour arriver à commettre des faits pareils. Et ça, c'est toute la question de la psychopathie. Et que, comme vous l'avez compris si vous suivez mes vidéos, il n'y a pas de sens symbolique à trouver dans les actes d'un psychopathe, puisqu'il n'appartient pas à l'ordre du symbolique. Il est un être de structure non symbolisante. Ainsi, j'appelle à la barre dans cette affaire Marc Dutroux, première photo, donc un psychopathe notoire, structure rose. Michel Martin, sa femme, est complice, point d'interrogation pour moi, parce que pour l'heure, je ne sais pas encore si c'est une structure verte ou bleue. On aurait tendance plutôt à dire probablement verte, vu ce qui lui est reproché, mais enfin, encore à analyser. Michel Lelièvre, en troisième photo, structure rose, plutôt perplexe. Sans doute pas psychopathique, mais à déterminer encore. Et puis Michel Nioul, une structure verte bien carabinée, qui n'a pas été reconnu coupable dans l'affaire, mais sur qui pèsent des soupçons de commande, si on veut, des enfants. Je vais ainsi procéder de la manière suivante aujourd'hui. Je vais suivre le fil du documentaire Crime Marc Dutroux, le monstre belge. Crime spécial, hein, c'est le nom du documentaire qui figure sur YouTube, pour exposer les arguments qui permettent d'expliquer la structure psychique des membres de cette affaire. Je vais en particulier m'axer sur les 2 questionnements cliniques qui me restent, c'est-à-dire quel est le rôle qu'a pu jouer Nioul, puis quel type de rôle joue une structure verte dans ces circonstances-là. Et puis également, quelle est la couleur psychique de Michel Martin. Donc je ne vais pas m'attarder sur d'autres aspects qui sont parfois évidents, mais je vais vraiment tenter de répondre à ces questions.
Je voudrais tout de même m'arrêter sur un point particulier au sujet de la psychopathie avant de poursuivre. La psychopathie, c'est un trouble psychique qui est lié à des événements particuliers au niveau du cerveau. Si vous regardez ces slides tranquillement en vitesse lente, vous comprendrez quels sont les déclencheurs. Et ce qui est important ici, c'est le fait que James Fallon, qui est un neuroscientifique, professeur de psychiatrie, a étudié lui-même les IRM de psychopathes, et dont le sien, et s'est rendu compte que c'était bien son cerveau qui fonctionnait comme ça. Il estime, lui, que s'il a échappé à la psychopathie violente, puisqu'il se dit prosocial, c'est parce qu'il aurait été aimé. Alors, j'aimerais préciser que c'est un non-sens de le définir comme prosocial, vu ce qu'il décrit dans son bouquin sur son comportement, même si, bien évidemment, il est moins dangereux que Marc Dutroux. Ce qui se passe dans la psychopathie violente, c'est que ce sont les conditions de vie infantiles qui créent la plus grande violence. Donc les psychopathes qui ont grandi dans de mauvaises conditions deviennent des prédateurs d'humains. Et Marc Dutroux est bien un prédateur d'humains. Alors à 50 minutes du documentaire, on commence à avoir des informations sur l'histoire de Dutroux. On a des images d'enfance avec ce regard qui est bien un regard de psychopathe. Donc ça veut dire que très tôt, on peut déjà déceler la psychopathie. Et puis des conditions de vie avec des parents, une mère autoritaire, un père farfelu, dépressif, absent, donc très certainement pas beaucoup de relations affectives aidantes, comme c'était le cas de James Fallon. Un journaliste interrogé dans le documentaire évoque le fait qu'il n'a pas vécu de sévices sexuels dans son enfance, mais il n'y a pas besoin qu'il en ait vécu pour être un violeur. C'est un psychopathe, donc il se sert des humains à son profit, puisqu'il n'a pas la moindre empathie pour ce que l'autre humain ressent, vit. Je parle donc bien d'un déficit d'empathie affective, parce que beaucoup de psychopathes, en plus intelligents, ont une très grande empathie cognitive, une capacité à se mettre à la place de l'autre et à comprendre ce qui se passe pour l'autre, mais pour pouvoir parvenir à leur fin et obtenir ce qu'ils veulent de leurs victimes. Là en particulier, Dutroux, il faisait croire aux enfants qu'il séquestrait qu'il les protégeait d'autres hommes. L'une d'entre elles d'ailleurs était persuadée, elle le décrit dans le documentaire, qu'il était à l'origine que c'était lui qu'il fallait remercier pour les avoir sortis de là. Un dernier élément intéressant à ce stade, c'est sa non-capacité d'ambivalence. C'est comme ça que je nomme le fond de la structure rose. Je l'ai déjà décrit dans d'autres vidéos. Marc Dutroux, à un moment donné, ses parents se divorcent et il en veut à sa mère en estimant qu'elle est la cause de tous les troubles. Alors ça, c'est un manque de capacité d'ambivalence. Quelqu'un est tout bon ou tout mauvais. À noter qu'il semble, au vu de la description, qu'aucun des deux parents de Dutroux ne soit de structure bleue, ce qui a forcément eu un impact que l'on peut imaginer sur une structure psychopathique. Le documentaire en vient maintenant à Michèle Martin, dont on sait qu'elle n'est pas allée nourrir Julie et Mélissa quand elles étaient enfermées dans la cache pendant l'incarcération de Dutroux. Elle est allée une seule fois sur 3 mois. Manifestement, elle n'a pas pu affronter ça. On dit de Michèle Martin qu'elle était sous l'influence de Dutroux. Elle l'a aidé au début à enlever des jeunes filles à partir de 12 ans en camionnette pour qu'il puisse les violer et ensuite il les relâchait. À ce stade, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on est plutôt sur une structure verte que bleue, mais enfin, il va falloir encore examiner ça plus précisément. On revient à Dutroux parce que le documentaire a quitté Martin, on verra si on y revient après. Moi, il y a quelque chose qui me paraît complètement fou, c'est que cet expert dise que Marc Dutroux ne souffre pas d'une maladie mentale. Alors je sais que la psychopathie n'est pas considérée comme un trouble psychiatrique, mais franchement, c'est quoi ? C'est quoi une amygdale qui fonctionne pas ou des neurones miroirs qui fonctionnent pas ? C'est quoi en fait, quand on n'a aucune empathie puis qu'on est capable de choses aussi horribles, parce qu'en fait on ne ressent rien, c'est quoi si c'est pas un trouble grave au niveau du cerveau ? Et là se pose évidemment la question de la responsabilité pénale, parce que si on a un trouble psychiatrique au moment des faits, on peut avoir une responsabilité diminuée, mais comment voulez-vous qu'on puisse décider que Marc Dutroux est responsable de ses actes, alors qu'en fait il n'a aucune capacité à se mettre à la place des autres. Ça lui fait rien, il utilise les gens comme des objets. Je me rappelle d'un patient de prison qui me disait « mais pour moi les femmes c'est comme une table, je peux péter les pieds, ça me change quoi ?»
Là où je rejoins l'expert, c'est quand il dit ça. C'est un psychopathe pur dans le sens où il n'y a pas de porte un peu ouverte. Toutes les portes sont fermées. Il est froid comme un frigo, ce type-là. Là, vous allez entendre l'avocat de Sabine qui va se mettre en colère en estimant que Dutroux est un monstre de perversité. Il utilise ce terme, hein. On sait qu'on doit le remettre en question, ce terme-là. Enfin, voyez mes anciennes vidéos pour comprendre. Mais le souci, c'est que en fait, Dutroux n'est pas du tout dans cette logique-là. Ça l'arrange. Il organise des informations qu'il donne à Sabine parce que ça l'arrange, mais pas parce que c'est comme ça qu'il va encore faire plus de mal. On écoute le documentaire. Pour soumettre sa victime, Marc Dutroux lui a menti. Il lui a fait croire que ses parents refusaient de payer une rançon en échange de sa liberté. Non content de l'enlever, de la séquestrer, de la violer à de multiples reprises, il faut aussi qu'on aille lui dire, tu sais, moi je te protège parce que tes parents, ils veulent plus de toi. Tes parents ne t'aiment plus. Ils donneront pas 1 euro pour toi. Voilà. Mais c'est ça le tréfonds de la perversité. Eh bien en fait non, désolé monsieur, c'est pas vrai. Ça le serait si ça venait d'un cerveau humain normal. Sauf que là on est face à quelqu'un qui a juste pas d'émotion par rapport à ce qui peut se passer pour l'autre. Alors en quoi ça nous intéresse et qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend qu'en fait, la psychopathie, le psychopathe n'est pas amendable. Et qu'on doit vraiment travailler avec les enfants psychopathiques dès l'enfance pour voir si on ne peut pas un peu les aider à comprendre ce qui se passe pour les autres et éprouver de l'empathie. Alors il y a une toute petite chose que j'aimerais quand même préciser au sujet de la psychopathie. Moi, ce que j'ai pu observer et comprendre, c'est que le psychopathe peut utiliser l'effroi de l'autre comme source d'excitation pour ressentir enfin des choses, enfin quelque chose en lui-même. Mais on n'est pas dans la perversion. On n'est pas dans cette... Enfin d'ailleurs, c'est quoi ? Ça serait tout le débat à réouvrir. C'est quoi un vrai pervers ? Est-ce que c'est vraiment un monstre sanguinaire qui se délecte de la souffrance de l'autre ? Non. Il en joue un petit peu, le pervers de structure verte, mais on n'est pas encore dans le sadisme. Et les vrais sadiques, j'en ai pas vu, moi. Il y a un seul des interviewés de Stéphane Bourgoin que je considérerais éventuellement comme un sadique, mais ça serait à creuser encore, et c'est plutôt un psychotique qu'un psychopathe. Le problème du psychopathe, à mon sens, il est plus technique ou pratique, c'est-à-dire que si Dutroux vend à Sabine qu'elle peut écrire aux parents, mais que ces derniers ne veulent pas venir la rechercher, c'est plutôt pour des raisons logistiques, c'est-à-dire que de ce fait, elle va lui faire confiance et elle va le prendre pour un ami, et puis ce sera plus simple à gérer en fait. Plus particulièrement, les enquêteurs se demandent si Michel Nioul n'aurait pas commandité à Dutroux l'enlèvement de jeunes filles. Un élément met la puce à l'oreille des gendarmes. Avant et après l'enlèvement de Laetitia, les relevés téléphoniques montrent qu'il a été en contact à plusieurs reprises avec Dutroux. C'est la conjugaison de la petite frappe qu'est Nioul avec le grand manipulateur qui est Dutroux. Mon Dieu, s'il savait combien il se trompe, ce commentateur-là, qui est l'avocat de Laetitia. Écoutez plutôt ça. À Neuchâteau, les inculpations se multiplient. De 3 inculpés, on passe à 4, avec celui qu'on croit être la tête pensante de la bande, l'intermédiaire entre Dutroux et les clients d'un réseau de pédophilie, Michel Nioul. Voor mij, dat was een god. Pour moi, Nioul, c'était un dieu. C'était quelqu'un d'intouchable. Et tout d'un coup, je le voyais avec des menottes sortant du palais de justice. C'était énorme. Dat was enorm. Voor mij was Marc altijd een randfiguur geweest. Hij was de Marc Dutroux était un personnage secondaire. Il était chargé de l'approvisionnement en drogue et il gardait aussi les enfants. Nioul, c'était le chef. Au début de l'affaire Dutroux, l'existence d'un réseau ne semble faire aucun doute. Si vous avez suivi l'affaire, vous êtes au courant que la suspicion autour d'un réseau vaste de pédophilie a été levée.
alors qu'on peut bien imaginer que tout cela est fort probablement arrivé, simplement on ne sait pas quel a été le rôle de Nioul dans l'affaire. Ça me fait penser en fait à une autre affaire, celle des reclus de Montflanquin. Thierry Tilly a été condamné pour avoir escroqué une famille. Si on y regarde de plus près, qu'on regarde quelles sont les choses qu'il a dites au procès, parce qu'on a les minutes du procès sur Internet, on se rend bien compte que cet homme est un mythomane. Ça veut dire qu'il est victime de sa propre folie. Il n'invente pas des choses pour manipuler les gens, il invente des choses parce que son cerveau lui permet d'inventer des choses pour que ça coïncide avec une vision de la réalité qui lui convient. Mais il n'est pas du tout au courant du fait qu'il fait ça. Et au moment où j'avais analysé cette affaire, j'avais tenu compte du fait qu'il y avait une autre personne dans l'histoire, un certain Jacques Gonzalez, qui avait l'air de tirer les ficelles d'une certaine manière, et je m'étais dit que éventuellement le Gonzalez en question pouvait être une structure verte, et qu'on serait un peu dans le même cas de figure qu'avec Nioul Dutroux. Maintenant, c'est intéressant parce que si on regarde la photo de ce Gonzalez, la seule que j'ai pu trouver sur laquelle on voit son visage, je partirais sur l'hypothèse d'une structure rose. Mais il n'empêche, c'est bien possible qu'il ait quand même tiré les ficelles. Il n'est peut-être pas mythomane, lui. Peut-être qu'il est tout à fait au courant du fait que les choses sont réelles ou irréelles, au contraire de Tilly. Voilà, c'était une parenthèse, mais c'est intéressant parce que ça ouvre la perspective à une autre analyse pour la suite de cette affaire-là. Revenons maintenant à l'affaire Dutroux. Donc nous en sommes là. On était à Régina Louf, témoin X1 dans ce qu'on appelle les dossiers X, c'est-à-dire ces témoignages de victimes d'un réseau pédophile qui sévissait en Belgique depuis de nombreuses années. Elle incrimine Dutroux et Nioul comme faisant partie de cette bande depuis longtemps. Ça, c'est l'ouverture vraiment vers tout un autre champ qu'il faut aller creuser, mais qui n'est pas plus que ça, au fond, investigué par le documentaire dont il était question précédemment. Pour investiguer cette piste, un ouvrage extrêmement important, c'est les dossiers X, par 3 journalistes belges, sortis en 99, que j'ai lu déjà en 2001, que j'ai reparcouru dernièrement par rapport à ces questions que je me pose. En fait, par chance, l'ouvrage existe en PDF sur Internet et je suis allée chercher toutes les occurrences liées à Nioul. Et ce que je comprends alors est très intéressant. Dans ce document, vous retrouvez toutes les auditions des témoins X et puis la façon dont ensuite elles ont été démontées. Alors il faut savoir que de mon point de vue, Régina Louf est une structure bleue traumatisée, dissociée. C'est la raison pour laquelle à certains moments elle arrive à donner des éléments factuels mais pas temporels et puis qu'elle se perd au niveau de la chronologie. C'est toute la question de la dissociation, on pourrait en reparler dans une autre vidéo, mais elle est digne de confiance au niveau de sa crédibilité, elle n'est pas du tout folle. C'est une structure bleue, il y a énormément de vidéos dans lesquelles on peut l'entendre et la voir. La question pour moi qui se pose, elle est autour de Nioul et de son éventuelle participation dans le réseau et surtout son rôle. Parce que j'arrivais pas à mettre en lien toutes les informations que j'avais. Je comprenais pas exactement quelle part il avait prise dans l'affaire, si tant est qu'il ait été impliqué. Je vous rappelle le tableau de Boucher-Kervella qui est cité dans le livre de Claude Ballier, que ce dernier édite, qu'il y a une distinction qui est faite entre les abuseurs sexuels d'enfants de type non symbolisant, psychotique ou pervers. La relation à l'enfant et le type d'enfant victime n'est pas la même, c'est-à-dire que le pervers de structure a un fétiche. C'est un abuseur sexuel d'enfant qui a un profil préférentiel, c'est-à-dire qu'il y a un type de victime qu'il va souhaiter avoir comme partenaire sexuel. On voit bien par exemple que le psychopathe qu'est Dutroux n'a pas de profil préférentiel puisqu'il peut abuser d'enfants de tout âge et d'adultes. Les pervers de structure, quant à eux, je le sais pour les avoir côtoyés, ont un fétiche, donc un enfant d'un certain âge, d'un certain sexe qui les intéresse, un type d'enfant si vous voulez. Ils peuvent très bien être en couple avec une femme et avoir des relations sexuelles avec cette femme, mais ce qui procurera
le plus grand plaisir et ce qui est le fantasme et ce qui est la possibilité de la réelle jouissance, c'est l'enfant de cette femme. Et ce que l'on sait de Nioul, outre le fait que c'est un escroc, qu'il est impliqué dans divers trafics, qu'il manifestement a une influence dans certains milieux auprès des politiques, des juges, ce que l'on sait, c'était que c'était un partouzeur. Et qu'il donc avait des relations sexuelles avec les femmes adultes. La seule occurrence dans laquelle Regina Louf évoque que Nioul s'en est pris sexuellement à elle, c'est lorsqu'elle était adulte. Et puis il y a ce témoignage de cette connaissance qui dit que Nioul n'aurait jamais pu s'en prendre à des enfants. Donc il est probable, s'il a été impliqué, qu'il ait gravité dans ce monde, qu'il ait géré les choses d'une certaine façon, qu'il en ait tiré des bénéfices, qu'il ait laissé des enfants être torturés, abusés, tués. Peut-être même qu'il a observé ces faits, mais il est assez peu probable qu'il ait lui-même consommé. Disons que je n'ai pas trouvé dans les livres que j'ai lus et les vidéos d'indices permettant de dire qu'il avait une orientation vers les enfants. Donc ce que je disais du pervers de structure, c'est que lorsqu'il a un fétiche, c'est ce fétiche qui compte. Tous les pervers de structure ne sont pas pédophiles, mais ceux qui le sont ont un type d'enfant préférentiel dont ils abusent. Le pervers de structure peut avoir des fétiches sexuels d'autres ordres. Le problème que nous avons dans cette affaire du trou, c'est que nous avons 4 suspects clairement identifiés, mais que derrière il semble y avoir un réseau de pédophilie qui n'a pas été investigué pour les raisons que vous découvrirez en lisant les bouquins consacrés à l'affaire, et donc une multitude de personnes qui ont été citées par les témoins X qui n'ont pas été interrogées, ce qui est très dommage pour la recherche de la vérité dans cette sombre affaire. Personnellement, j'ai été formée en Belgique au diagnostic des personnalités criminelles, et franchement, ça reste les meilleurs, si je compare les Français, les Suisses et les Belges, parce que dans leurs analyses, ils passent pas à côté de la réalité, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris que Dutroux est un psychopathe et pas un pervers. Et quand on regarde les enquêtes, les expertises de Martin et Lelièvre, c'est très instructif également. En ce qui concerne l'expertise de Michel Martin, il est conclu à l'absence au moment des faits d'affection psychiatrique cause d'un état de démence, d'un état de déséquilibre mental ou de débilité mentale. Elle était donc capable du contrôle de ses actions et elle se trouverait encore actuellement au moment de l'expertise dans cet état de capacité. Et on ne pourrait expliquer sa dangerosité sociale par une quelconque psychopathologie. Donc on est sur une structure manifestement verte ou bleue. Je tiens les éléments expertos du bouquin de Pierre Guelf sur l'affaire Dutroux. S'agissant de l'expertise mentale de Michel Lelièvre, il est dit qu'il présente une personnalité de type psychopathique, dite antisociale, qui se manifesterait par son incapacité à se conformer aux normes sociales, ses comportements délinquants répétés, son instabilité dans la vie affective et professionnelle et son absence de réelle culpabilité, avec des remords centrés uniquement sur sa propre situation et une indifférence envers les souffrances des victimes, quelles qu'en soient les conséquences. Il aurait des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne. Il est dit également qu'il est manifestement soucieux de son apparence et il tente par de multiples stratagèmes de se montrer tel un jeune, certes inculpé dans une affaire de mœurs, mais victime d'une conspiration qu'il n'a pu éviter. Il rejette la responsabilité sur autrui et nie ainsi toute implication personnelle dans tout ce qui lui arrive. Il est peu respectueux de la vérité. Ne pouvant se satisfaire de la réalité, il la manipule de façon arbitraire et désinvolte, afin de la rendre plus conforme à ses désirs. Voilà, donc il donnerait une interprétation particulière, personnelle aux événements auxquels il est confronté, sans se soucier de la plausibilité de cette analyse. Alors évidemment, ça nous conduit tout droit à la structure psychotique mythomaniaque, avec évidemment, comme pour toutes les structures psychotiques, un fond psychopathique, que j'expliquerai dans d'autres vidéos, c'est-à-dire le fait que les règles de vie en société ne sont pas respectées si elles n'ont pas été apprises, mais pas parce que forcément il y aurait un souci au niveau de l'amygdale ou du neurone miroir. Toujours est-il que tous ces défauts peuvent se sous-rajouter chez la même personne, très certainement. Il semble donc que je me sois trompée dans ma première hypothèse avec l'idée que Michel Lelièvre était un nom symbolisant perplexe. Il semble que ces multiples visages montrent plutôt des aspects maniaques et sont sans doute le
le signe de la mythomanie. Par ailleurs, un collège d'experts s'était penché sur le diagnostic de Regina Louf et elle a été reconnue comme victime de dissociation traumatique suite à des abus sexuels subis pendant l'enfance. Je suis souvent très critique avec les conclusions d'experts dans des affaires criminelles, mais là, franchement, rien à redire avec le travail qui a été effectué et je me dis que par chance, j'ai été à bonne école. Bien entendu, nous avons des auteurs comme Zaguri en France qui estiment que tout est dans tout et que au fond, nous avons tous un pôle psychotique, un autre pervers, un autre névrotique, ou je ne sais plus quel est le troisième pôle. Mais en tous les cas, c'est pas ce que l'on m'a appris quand j'ai travaillé en prison. Il y a de ça 20 ans que j'avais commencé là-bas. Et les experts qui sont cités dans l'affaire ont bien le même type de réflexion structuraliste que moi. Il reste à ce stade pour moi un gros point d'interrogation, c'est celui du statut structurel de Michèle Martin. Une femme qui manifestement n'en a pas dit davantage lorsqu'elle a eu rencontré le père de l'une des petites victimes, le père de Julie, je crois. Il dit qu'il n'a rien tiré de cette entrevue de plus. On ne sait pas pourquoi elle n'est pas allée nourrir les enfants davantage et pourquoi elle a participé à ces horreurs. Voilà, elle a terminé des études de droit. En tout cas, en 2004, il était question du fait qu'elle avait terminé les examens et qu'elle devait faire encore un stage et un mémoire. Ça reste donc un point d'interrogation pour moi à ce stade.